Donc bonjour à tous et à toutes. Je vous tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour cette première journée scientifique du café. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de l'influence de la récolte et surtout du traitement post-récolte sur la qualité organoleptique et sanitaire du café vert. Donc tout d'abord, juste pour vous signaler que donc, je suis chercheur au CIRAD, qui est le Centre international de recherche agronomique pour le développement, et je fais partie de l'UMR Cali Sud, qui est une unité mixte de recherche qui regroupe l'Université de Montpellier, l'Université de La Réunion, l'Université d'Avignon et Montpellier Supagro. L'objectif de Cali Sud, c'est de développer une démarche intégrée pour la production et la préservation de produits et des aliments de qualité optimale dans les pays du Sud, dont le café. Nous avons 5 équipes, une équipe basée sur la qualité organoleptique des produits frais, une équipe qui travaille sur les contaminants de la chaîne alimentaire, une équipe qui travaille plus précisément sur les procédés, une équipe qui travaille sur la physiologie de la qualité et enfin une dernière équipe qui va faire le lien entre les effets santé de certaines molécules naturelles. Nous avons un certain nombre de moyens techniques pour travailler sur ces sujets, dont un plateau d'analyse sensorielle. Donc maintenant on va commencer, et différentes zones dans lesquelles nous avons des agents expatriés dans les zones de production. Donc maintenant je vais vous parler vraiment de notre thématique de ce jour. Pour commencer, donc, la récolte qui est, on va dire, la première étape clé pour la qualité du café. Et comme vous pouvez le constater, sur cette figure, les rameaux de caféiers, les grains de café n'arrivent pas à maturité tous en même temps. Donc l'objectif principal, c'est de récolter à maturité les cerises rouges de café afin d'éviter certains mauvais goûts qu'on pouvait rencontrer au niveau de la dégustation. Et notamment donc, des cerises immatures, comme vous pouvez le voir, qui sont ici en jaune ou en vert, qui vont donner des goûts de vert à la tasse. Des cerises au contraire surmûries, qui elles vont donner des goûts alcooliques voire fermentés, et enfin éviter de récolter des cerises qui seraient tombées au sol ou séchées, qui auraient directement séché sur l'arbre. Bien entendu, la présence d'impuretés, de terre, de cailloux vont aussi altérer la qualité du café. Donc la première étape très importante, c'est vraiment la récolte du café avec la récolte de cerises arrivées à maturité. Ensuite, il existe 2 grandes voies de préparation de café, donc du traitement post-récolte, donc soit la voie sèche, soit la voie humide. Il faut savoir que 90% des cafés Robusta vont être traités par voie sèche et 90% des cafés Arabica vont être traités par voie humide, avec une exception qui est le Brésil, où l'on fait donc un Arabica voie sèche. Donc maintenant on va rentrer dans la précision de ces deux préparations. On va commencer par la plus simple, qui est le traitement par voie sèche. Après la récolte de la cerise que vous voyez, on va sécher rapidement ces cerises. Lors du séchage, pour arriver, on va passer donc d'une humidité de la cerise qui est de 70% en eau, pour essayer d'arriver à environ 12% d'humidité sur le café coque, afin de stabiliser le café, afin d'éviter le développement de moisissures ou d'autres micro-organismes qui pourraient altérer la qualité. Donc une fois qu'on a obtenu ce café coque, la dernière étape, ça va être le décortiquage, afin d'enlever cette coque pour arriver au café vert qui va être prêt à être expédié ou à être torréfié. Donc pour le procédé voie sèche, comme je vous le disais, l'objectif c'est d'abaisser sa teneur en eau pour le stabiliser. Donc ce séchage peut être fait à même le sol, sur des couches minces, sur des aires cimentées ou sur des bâches en plastique. Il vaut mieux éviter de faire sécher ce café sur de la terre, parce qu'on va retrouver là aussi des goûts terreux sur le café. Il faut régulièrement remuer ce café pour accélérer, pour améliorer le séchage. Et bien entendu, si on a des difficultés à sécher ce café, il existe des séchoirs artificiels. Mais là aussi, il faut travailler, on va dire, à des températures optimisées pour éviter de, on va dire, torréfier, de commencer une torréfaction de ce café.
Donc ici vous avez des exemples de séchage de café, donc vous voyez sur des bâches en plastique, sur des clés, sur du goudron, même le sol au bord de route. Donc on peut rencontrer tous ces différents styles de séchage dans les pays producteurs. Je vais vous parler maintenant donc, du traitement en voie humide, qui est un traitement quand même un peu plus complexe. Donc on part toujours dans notre cerise de café. Donc à la base de cette cerise, nous avons une pulpe, et donc l'objectif, ça va être d'éliminer cette pulpe. Donc première étape, ça va être le dépulpage, mais malgré un dépulpage de qualité, on va quand même avoir, on va dire, des résidus du mucilage sur la parche du café. Donc l'étape suivante, ça va être donc de démucilaginer. Donc on peut avoir deux procédés, soit avec une fermentation sous eau ou sans eau pour altérer ce mucilage et après l'éliminer par lavage, soit avec une démucilagination mécanique et là par abrasion on va éliminer ce mucilage. Ces deux procédés ne vont pas amener à la même qualité du café au final. Donc une fois qu'on aura démucilaginé, on va obtenir donc un café parche que l'on va faire sécher, là aussi pour arriver, on va dire, à des taux d'humidité de 12%, là aussi pour stabiliser la qualité du café. Et dernière étape, ça va être le déparchage. Donc le dépulpage, c'est un appareil mécanique qui va permettre donc d'éliminer cette pulpe. Un des soucis majeurs, c'est la quantité d'eau qu'on va utiliser pour dépulper les cerises de café. Donc on va trouver différents types de dépulpeurs. Hein. Vous avez des dépulpeurs mécaniques sur des petites productions, sur des petites unités familiales ou sur des grosses unités industrielles. Et enfin, donc l'étape suivante, comme je vous disais, ça va être une démucilagination par fermentation. Alors sous eau ou sans eau, ça dépend. Donc là, le but c'est donc d'éliminer le mucilage qui est encore présent. Et donc là, on va se faire aider par les micro-organismes. Donc ça va être des micro-organismes, des bactéries ou des levures qui vont déliter ce mucilage. Et après, par lavage, on va pouvoir l'éliminer. Bien entendu, on va dire l'apport de ces micro-organismes va avoir une influence sur la qualité du café, puisqu'on va avoir un pH qui va être diminué. Et le développement de ces levures ou de ces bactéries va avoir un impact sur la qualité du café. D'ailleurs aujourd'hui, dans notre équipe, on fait des essais sur le sujet, on va dire un petit peu comme en œnologie, on essaie d'amener, de voir quel est l'apport de certaines levures dans la qualité du café. Donc là aussi, donc, on va dire la fermentation sous eau avec son étape de lavage va utiliser une grande quantité d'eau, donc d'un point de vue écologique ça pose un problème, surtout quand par la suite ça amène à contaminer certaines rivières dans les pays producteurs. Donc on va utiliser dans certains cas un démucilaginateur mécanique. Mais là, comme je vous disais, la qualité du café est légèrement inférieure à l'utilisation de la fermentation sous eau. Donc comme je vous le disais, la prolifération des micro-organismes va abaisser le pH du milieu et va donner une saveur plus acide au café à la tasse. Le lavage aussi permet donc, dans toutes ces étapes de fermentation et de lavage, d'éliminer certains goûts, on va dire des goûts herbeux, des goûts de terre, et donc ça va adoucir la saveur de la boisson. Il faut faire attention aussi à cette fermentation, de ne pas trop la laisser. En général, ces fermentations, ça dure en général une nuit. On essaie d'éviter de faire des fermentations de plus de 12-20 heures, parce que sinon derrière, on risque d'avoir aussi des goûts de fermentation sur le café. Donc voici la dernière étape, donc c'est le lavage. Donc pour éliminer donc ces résidus de mucilage, donc il existe diverses techniques, et la technique que vous voyez sur la photo, c'est la plus utilisée, c'est le lavage dans des petits canons. Donc là, ça va permettre d'éliminer les résidus de pulpe, les grains flottants ou les grains plus légers qui vont amener aussi une qualité inférieure à la tasse. Et enfin, donc, la dernière étape, c'est le séchage du café en parche. Donc là aussi, pour stabiliser le café, pour éviter la prolifération de moisissures qui pourrait avoir un effet sur la qualité organoleptique, mais aussi qualité sanitaire, avec le problème des ochratoxines, on en discutera à la fin.
Donc voilà ici des exemples de séchage, des séchages sur clé. Sur la salte aussi on en voit, mais aussi sur des aires de séchage appropriées, donc sur des sites industrialisés. Et là aussi il est recommandé régulièrement de ratisser, de bouger le café pour améliorer le séchage. Et bien sûr tous les soirs en général ces cafés sont protégés de l'humidité. Donc la dernière étape, ça va être le décortiquage ou le déparchage, donc, qui consiste à enlever donc, la coque ou la parche avec généralement des outils mécaniques. Il faut éviter là aussi donc, de casser, d'altérer on va dire le grain de café, ce qui peut après amener des brisures, et aussi éliminer le maximum de résidus de coque ou de parche. Parce que là aussi au niveau de la dégustation, si vous avez trop de résidus de coque ou de parche, vous allez avoir des goûts de brûlé dans votre café. Mais aussi, si vos coques et vos parches sont contaminés par des micro-organismes, ces résidus de coque vont augmenter la contamination de vos cafés. Donc quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux techniques de préparation? L'avantage de la voie sèche, vous l'avez vu, c'est que c'est assez facile à mettre en œuvre, aucun investissement et c'est très adapté aux petites exploitations. Mais un des inconvénients, c'est que le séchage est beaucoup plus long puisque vous avez la pulpe, il y a quand même toute la pulpe à faire sécher et généralement aussi cette pulpe c'est quand même un substrat très favorable au développement de moisissures et d'autres micro-organismes qui vont avoir un impact non négligeable sur la qualité organoleptique et sanitaire. Au niveau de la voie humide, donc cette méthode va permettre d'éliminer un certain nombre de cerises immatures, de cerises piquées ou abîmées. Le séchage est beaucoup plus rapide et on va dire que les qualités organoleptiques du café sont améliorées grâce à la voie humide. Bon, un des inconvénients, c'est qu'il faut un certain nombre d'investissements et de matériel comme des dépulpeurs, des bacs de fermentation, etc. Et aussi la grande quantité d'eau utilisée qui d'un point de vue écologique est dramatique. Donc là, comme vous pouvez le constater, dans certains cas on rencontre des étapes non adaptées, inadéquates dans le traitement du café, et ce qui va conduire à générer des défauts physiques qui dans certains cas on va avoir simplement on va dire des mauvais goûts au niveau de la tasse, mais dans d'autres cas on va avoir un café impropre à la consommation d'un point de vue sanitaire. Donc ici c'est un tableau on a essayé de résumer quels pourraient être les causes et les effets et les remèdes qu'on pourrait apporter tout au long de ces processus post-récolte. Donc on n'a pas trop parlé on va dire de la culture, mais là aussi on peut avoir des effets sur la qualité. Donc c'est l'attaque des scolites. La scolite c'est un insecte qui va perforer la cerise du café et qui donc on va dire en perforant la cerise, ça va être la porte ouverte on va dire au développement de micro-organismes. Donc on va avoir des fèves piquées, ce qui va amener des goûts poussiéreux ou sales. Donc là le remède c'est malheureusement des traitements phytosanitaires. Mais ce qu'on peut avoir aussi, on parle souvent des scolites, mais on peut parler aussi du goût de pomme de terre. Alors le goût de pomme de terre, qu'est-ce que c'est? Généralement, là aussi, c'est un insecte qui va piquer la cerise. Une bactérie va se développer au niveau de la cerise et va synthétiser une molécule qui va donner ce goût de pomme de terre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont dégusté ce genre de café, mais c'est très typique. Donc, quel est l'impact sur la récolte? Donc on peut avoir aussi un manque de soins, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la présence de débris, de bois de cailloux qui vont entraîner là aussi des goûts de terreux, de poussière. Donc là le remède c'est trier les cerises. Même combat sur les cerises immatures, on en a parlé, ça va donner des goûts, on va dire, généralement herbeux, âpres. Là aussi donc c'est récolter que des cerises rouges et bien sûr éviter de ramasser des cerises qui seraient tombées au sol. Donc au niveau vraiment du traitement post-récolte, il faut éviter le stockage prolongé des cerises fraîches, c'est-à-dire que généralement la récolte a lieu au petit matin et le café est traité en fin d'après-midi. Dépulpage et fermentation toute la nuit. Si
malencontreusement vous faites une récolte, que vous stockez pendant 1 jour ou 2 jours ou 3 jours ce café dans des sacs, ces cerises de café vont commencer à fermenter. Et là, donc ça va donner des goûts alcooliques au niveau de votre café, voire même puants. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est éviter donc de stocker des cerises fraîches avant le dépulpage. Bien sûr aussi, il faut bien entretenir ces équipements. Au niveau du séchage, donc on peut avoir du café qui est séché trop lentement, avec une reprise d'humidité. Donc là, ça va être développement de moisissures ou de levures qui vont donner des goûts généralement de moisi. Et donc là, le café va avoir des goûts de moisi, voire même développement de mycotoxines. Et là, le décortiquage, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez donc des résidus de coque dans votre café, donc quand vous allez faire votre torréfaction, et bien entendu, ces résidus de coque vont être torréfiés plus rapidement que votre café. Donc vous allez avoir un café brûlé. Et si ces coques sont contaminées, vous allez avoir des taux de contamination plus élevés dans votre café. Maintenant, juste 2 petits points, c'est terminé. Donc juste pour vous parler des contaminants, donc on peut rencontrer des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il n'y a pas de réglementation à l'heure actuelle sur les HAP dans le café, mais on les rencontre généralement avec des séchoirs artificiels mal entretenus, avec on va dire des fumées qui vont rentrer au niveau de votre séchage du café et qui vont contaminer votre café vert. Et le dernier point, c'est les mycotoxines avec les ochratoxines A. Donc là, les ochratoxines A, donc ce sont des toxines synthétisées par des moisissures. C'est des moisissures naturelles, vous les rencontrez dans le vin, vous les rencontrez dans la bière, vous les rencontrez dans les céréales, vous les rencontrez partout, qui vont se développer dans des mauvaises conditions, on va dire, de stockage ou de séchage. Elles vont proliférer et synthétiser une toxine. Cette toxine est cancérigène et il existe à l'heure actuelle une réglementation au niveau européen. Donc vous avez droit un maximum à 5 microgrammes par kilo d'ochratoxine A dans le café torréfié et 10 microgrammes par kilo dans le café soluble. Donc il faut savoir que ça existe et donc il y a une réglementation. Donc pour éviter le développement des ochratoxines, donc il faut avoir un bon séchage, un bon stockage de votre café avec éviter une réhumidification. Il faut savoir aussi que les défauts, les cafés avec beaucoup de défauts engendrent beaucoup de contamination. Et donc après il faut prendre soin donc au stockage de votre café. Voilà, juste pour terminer, il faut savoir aussi qu'au Cyrano, on organise des formations théoriques sur le café. Régulièrement, 2-3 fois par an, on organise des sessions avec donc de la génétique, de l'agronomie, de la technologie, de la biochimie, des dégustations, des torréfactions. Voilà, si vous êtes intéressé, j'ai des plaquettes à vous distribuer. Merci pour votre attention.